On a longtemps cru que les autistes ne pouvaient pas communiquer avec les autres, qu'ils étaient condamnés à vivre dans leur bulle. Mais on a découvert ces dernières années un important groupe d'autistes, ils sont des dizaines de milliers en Amérique du Nord, qui non seulement peuvent parler, mais ont aussi une intelligence normale. Ce sont les autistes de haut niveau ou atteints du syndrome d'Asperger. Autrefois, ces personnes au comportement étrange étaient complètement isolées ou ignorées. Ils le sont toujours d'ailleurs, si bien que leur vie est souvent misérable. Or, on se rend compte aujourd'hui que lorsqu'ils sont bien encadrés, ces autistes peuvent être très utiles à la société. OK, ça y tente. Bon. OK. Puis Simon, est-ce que tu vois quelque chose dans les images que tu as? Ces autistes de haut niveau ou ces personnes atteintes du syndrome d'Asperger participent à un atelier pour apprendre à décoder les émotions des autres. Peut-être l'impatient, quelqu'un d'impatient, agressif, peut-être qui est pompé en dedans. Ils ont un quotient intellectuel variant de normal à supérieur. Ils parlent tous, mais leur monde a peu à voir avec le nôtre. Qu'est-ce qui était écrit sur ton papier? Mon cœur bat très fort parce que je dois rencontrer mon patron. Certains dans le groupe étudient à l'université. Quelques-uns ont même réussi à se trouver du travail. Alors, essaie de montrer plus l'émotion que tu essaies de... Montre-nous l'émotion que tu essaies de mimer, là. Georges Huard a 41 ans. Il est autiste de naissance, mais il n'a été diagnostiqué qu'il y a 5 ans. Toute sa vie, il a eu à affronter le regard des autres sans savoir ce qui n'allait pas. Malgré tout, il est devenu technicien en informatique. Oui. Je vais regarder ça. On va voir où est le problème. Georges Huard est un passionné d'informatique. C'est ce qui l'a sauvé. OK, là, la prochaine chose, on va désinstaller. Il est un des rares autistes à s'être trouvé un emploi. Il entretient les ordinateurs du département de météorologie de l'Université du Québec à Montréal. Tout son monde tourne autour de l'informatique. Fin de tâche, on va redémarrer l'ordinateur. Vous êtes à l'aise avec un ordinateur? Oui. Ce qui arrive, c'est que l'ordinateur a tout le temps des réponses bien prévisibles. Tu peux demander 2 fois la même chose, il va te donner 2 fois la même réponse. Alors qu'une personne peut t'engueuler comme du poisson pourri parce que ça fait 10 fois que tu le dis. Même si c'est 2 fois, elle va dire ça fait 10 fois que tu le dis. Communiquer avec les autres est un véritable cauchemar pour les autistes de haut niveau. Ils doivent apprendre des choses qui nous apparaissent si naturelles, comme distinguer les expressions du visage. Par exemple, l'expression de la joie ou celle de la colère. C'est pas évident de tout retenir, ce genre de choses, parce que tu as beaucoup de subtilités à tenir compte. Alors moi, si j'ai un visage qui a l'air un peu sévère, vous allez prendre un certain temps avant d'analyser. Oui. Si je regarde comme ça, là, de façon très sévère, vous n'êtes pas sûr. C'est ça. Je suis pas sûr. Ça ne fait pas d'impact, c'est ça la chose. Une autre problématique, c'est la reconnaissance des visages. Si vous me voyez dans 15 minutes circuler dans le corridor, vous n'allez pas me reconnaître. Il se peut. Peut-être 15 minutes, non, parce que je vais te reconnaître avec tes vêtements, mais disons que 2 jours après, ou même sur la rue, je risque de pas te reconnaître. Ce n'est pas parce qu'ils parlent que les autistes de haut niveau communiquent bien avec leur entourage. Au contraire, leur monde est unidimensionnel et se vit au premier degré. Par exemple, quelqu'un va dire « Regardez cette émission à la télévision, c'est à mourir de rire ». Une personne qui n'est pas autiste peut deviner qu'est-ce qu'on veut dire par cette expression-là, en voulant dire que c'est une expression qui veut dire très, très drôle. Mourir de rire. C'est ça. Alors que pour une personne Asperger qui entend ce terme-là pour la première fois, peut penser que c'est dangereux de regarder l'émission et qu'il va en mourir. La différence entre ce qu'on appelle un autisme de haut niveau et un autisme de bas niveau ne tient pas aux signes d'autisme, mais à l'existence ou non d'une déficience intellectuelle qui accompagne l'autisme. C'est quelque chose qui est souvent assez mal compris. Le docteur Laurent Motron dirige la clinique sur l'autisme à l'hôpital Rivière-des-Prairies de Montréal. Il est le psychiatre qui a diagnostiqué Georges Huard. Donc, en principe, ça devrait être réglé. En principe, oui. Donc, on est très mystérieux pour eux. Oui, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut dire. Et on dispose maintenant d'une bonne quinzaine d'autobiographies de personnes autistes très intelligentes qui décrivent leur incompréhension, entre autres choses, de ce que nous sommes. Mais à un très haut niveau d'intelligence, ils finissent par décoder. Sauf qu'ils décodent comme on apprendrait une langue étrangère, comme on dit toujours.
Les autistes de haut niveau peuvent assimiler autant d'informations que nous, mais ils ont beaucoup de difficultés à placer leurs connaissances dans leur contexte. Ils voient l'arbre, mais pas la forêt. Ils ne parviennent pas non plus à établir des priorités. Pour eux, tout a une importance égale. Comme les autistes de bas niveau, ils se balancent et ont des rituels ainsi que des obsessions. Ce qui obsède Georges, ce sont les secondes. Il a sur lui en permanence 2 montres, une calculette et un mini-ordinateur qui calculent tout en secondes. Ici, ça c'est le nombre de secondes depuis que j'ai commencé à travailler ici. Ça fait combien de temps ici? Ça va faire 108 887 773 secondes. C'est combien d'années, ça? Ça va faire à peu près 3 ans et demi. Donc 1260 jours, 5 heures. Oui. 180 semaines. Ou bien 1 814 713 minutes. Et vous avez quel âge, vous? Moi, j'ai 41 ans. Ça fait combien en secondes? En secondes, là, ça va faire... moi, je vais dire que ça va faire 1 200 000 secondes. Mais ça, sur la calculette, parce que je ne suis pas ce qu'on appelle le savant autiste, parce que ça, c'est le genre qui fait ça dans sa tête. Ouais. Il y en a qui ont cette capacité-là. En secondes, là, ça va faire 1 314 884 906 secondes. Allô, Manon? C'est Georges. OK, c'est parce que quand tu as appelé, il était... L'obsession de Georges pour les secondes est plus utile qu'on le pense. Elle lui sert à réduire son anxiété en divisant sa vie en séquences de quelques jours pour minimiser la possibilité qu'un drame survienne. Ici, j'ai un délai de 12 jours qui va expirer à 14h32 le 11 décembre. Je l'avais commencé il y a 8 jours. Ça fait ce qui arrive, c'est que là, il reste maintenant 428 198 secondes. Ça, c'est la chose que je fais pour me rassurer. C'est qu'à l'intérieur d'une période de 12 jours, je sais que statistiquement, il ne m'arriverait pas de malheur, de façon statistique. Bon, Georges est venu à la Société de l'autisme après que quelqu'un dans son entourage lui a dit qu'il ressemblait à Rain Man dans le film Rain Man. Puis lui, il voulait savoir plus c'est quoi l'autisme et comment il peut avoir un diagnostic. Est-ce que ça, c'est un nom? Peter Zwack est le président sortant de la Société québécoise de l'autisme. Il est lui-même le père d'un enfant autiste de bas niveau, souffrant donc de déficience intellectuelle. Il connaît bien Georges Huard. En tant que professeur de météorologie à l'UQAM, c'est lui qui l'a aidé à se trouver du travail. Pas fermé ici, là? Auparavant, Georges n'avait jamais réussi à conserver ses emplois en informatique à cause de ses difficultés à entrer en relation avec ses collègues ou ses patrons. Avec Peter Zwack qui l'encadre, il se retrouve dans des conditions idéales. Il fallait vraiment arranger le travail pour qu'il utilise ses forces. Il ne fallait pas lui donner de travail qui implique des habiletés qui manquent un peu. Et donc, mais il y a beaucoup de force, donc c'était facile. Ils maintiennent nos parcs d'informatique de façon impeccable. Comme la majorité des autistes de haut niveau, Georges Huard vit seul. Il a toutes les difficultés du monde à organiser sa vie, même pour les tâches les plus banales. Souvent, je peux avoir besoin d'aide. Des fois, quand j'ai besoin de faire le ménage, là, des fois, je peux avoir besoin d'aide d'un ami qui vient m'aider parce que des fois, on ne sait pas par où commencer. Autre chose, l'épicerie, c'est la même chose. Des fois, on peut être mélangé par tous les choix qu'il y a dans l'épicerie et aussi savoir c'est quoi le meilleur prix, le meilleur rapport qualité-prix. Ça fait souvent, on peut avoir besoin d'aide dans des choses qu'on dit pratiques de la vie. Ses journées sont réglées comme une horloge. Il part de chez lui toujours à la même heure. Il prend toujours le même métro pour se rendre au travail. Chaque jour, il déjeune au même endroit. Je vais prendre un muffin aux carottes. Le moindre imprévu peut virer à la catastrophe et déclencher une crise. Je vous dirais, malheureusement, sa situation actuelle est une exception, mais on devrait pouvoir obtenir que toutes les personnes autistes de haut niveau réussissent aussi bien que lui. Mais Georges, à mon sens, il a comme une heureuse nature, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui, actuellement, semble spécialement disposé, par exemple, à une humeur très
triste, j'espère que je ne me trompe pas, ou à des symptômes qui lui rendraient la vie impossible. Il ne faut aussi pas oublier que certaines personnes autistes de haut niveau peuvent être complètement envahies par des obsessions, des rituels, dans certains cas des automutilations, des pensées répétitives, qui à ce moment-là leur rendent la vie beaucoup plus difficile. Comme Georges Huard, Michelle Dawson est une autiste de haut niveau. Comme lui, elle a réussi à se trouver du travail. Elle distribue le courrier à Poste Canada. Mais contrairement à lui, elle vit un véritable enfer au travail. Quand on vous regarde, on se dit, cette dame-là, peut-être qu'elle s'automutile ou qu'elle se blesse elle-même. Est-ce que c'est vrai? Puis pourquoi? Oui, oui, c'est vrai. Et il y a beaucoup d'autistes, à mon niveau au moins, parce que je fonctionne pas si bien que ça, qui se font mal, ils se frappent, spécialement autour des yeux, et ils se mordent aussi. Moi, je me mords pas. Moi, je me coupe et je me frappe. C'est mon vocabulaire. C'est comment je parle. Parce que je sors dans le monde, j'ai appris le langage à vous autres. C'est très difficile pour moi de faire. Ça prend une concentration énorme pour parler, comme je parle maintenant, par exemple. C'est vraiment difficile. Je fais mon meilleur, je me présente honnêtement, et ça marche pas. Et ça marche pas. Ça va nous pas. Malgré la meilleure volonté de ses patrons, Michelle Dawson a beaucoup de difficultés à s'intégrer dans son environnement de travail. L'an dernier, un simple changement d'itinéraire l'a plongée dans une crise aiguë. Vous avez fait quoi? J'ai pris une surdose de Ventoline. C'était un médicament qui, généralement, cause pas trop de problèmes, mais pour moi, depuis 4 ans, je peux pas le prendre parce que ça cause des fibrillations. Et ça cause des problèmes assez graves, même avec une dose normale. Alors, j'ai pensé, je me donne une 50aine de doses, ça devrait me tuer avant que personne ne peut faire rien à propos de ça. Après cet événement, une psychologue de Poste Canada a été mandatée pour évaluer le cas de Michelle Dawson. Dans son rapport, elle décrit les plaintes de ses collègues. Lorsqu'elle rentre au travail avec ses plaies saignantes, ils ont peur pour leur santé et ils ont peur de sa violence. Ils ont peur qu'un bon matin, madame se présente avec un gun. La psychologue conclut, cette situation comporte des risques qu'il ne faut pas minimiser. Comment vous avez réagi? J'étais écrasée. De toutes les choses, là, j'ai fait toutes sortes de choses. J'étais traitée comme... je suis tellement habituée d'être traitée comme une imbécile. Je suis habituée d'être moquée et tout ça. C'est mon quotidien. Mais ça m'a écrasée. Poste Canada a pris plusieurs mesures pour faciliter la vie à Mme Dawson et regrette que cette lettre ait été déposée à son dossier. Ça n'enlève pas sa souffrance, elle qui se dit victime de l'incompréhension de ses collègues, avec comme résultat qu'elle se retrouve complètement isolée dans son milieu de travail. J'ai essayé de me tuer plusieurs fois. C'est vraiment fort dans moi. C'est impossible d'être comme ça. C'est pas une vie, c'est terrible. C'est une vie tellement difficile. À entendre Michelle Dawson, on a l'impression que les autistes vivent sur une autre planète. Elle voit la vie comme s'il s'agissait d'un casse-tête pêle-mêle composé de milliers de petites pièces impossibles à assembler. J'absorbe très bien l'information. Le monde normal, ils ont des filtres. Moi, ça rentre tout. Il y a un paquet de choses dans la chambre-là que pour vous autres, ça veut dire rien. Mais moi, je suis mal pris avec toute la gang. Là, ça rentre tout et il n'y a pas d'importance là-dedans. Je dis pas, ça c'est plus important que ça. Je devrais regarder ça et pas ça. J'ai pas de choix. Je l'ai toute l'information. Tout le son aussi. Il y a trop d'informations dans un visage humain.
C'est énorme, le montant d'informations maintenant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mon visage, par exemple, c'est trop et pour quand vous? ça bouge, et les gestes, comme juste les gestes que le monde fait naturellement, c'est accablant pour moi. Je veux les faces qui bougent pas. J'aime les faces dans les revues, les petites faces qui bougent pas, là. Malgré sa difficulté à gérer toute l'information qui l'accable, Michel Dawson parvient tant bien que mal à vivre dans notre monde. Sauf lorsqu'un imprévu se produit, comme quand elle s'est fait voler ses bagages à l'aéroport de Dorval. Et je commençais à me comporter comme un autiste dans un aéroport. Ça, c'est vraiment pas bon. Ça veut dire quoi? Je me berçais comme debout. J'ai essayé de chercher des informations. Je dis, j'ai besoin d'informations. J'ai besoin d'informations. J'ai couru d'une place à l'autre. Ils m'ont pas donné de bonnes informations. J'étais là comme, faut que tu me dises quoi faire. Faut que tu m'aides avec ça. Je suis en difficulté. Je deviens extrêmement intense. Ça paraît. Je suis plus intense que normal tout le temps. Mais quand il y a un problème comme ça, il faut que je le règle. Je vais devenir intense. À Poste Canada, on n'a que des éloges à faire sur son travail. C'est dans ses relations avec les autres que ça se gâte. Souvent, quand je me fais mal, c'est après que j'ai parlé avec quelqu'un qui a complètement nié tout ce que j'ai leur dit. J'ai essayé tellement fort de communiquer quelque chose de très simple et j'ai pas réussi. Pas même proche. Ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive quasiment tout le temps que je parle. Je réussis pas. Et c'est à ce moment-là que vous vous automutilez? Que vous vous blessez? Oui, ou à un point plus tard. J'ai essayé de me tuer plusieurs fois. C'est vraiment fort dans moi. C'est impossible d'être comme ça. C'est pas une vie. C'est terrible. C'est une vie tellement difficile. Ça, j'ai pas de misère. J'ai pas de misère avec les difficultés. Je suis prête à le faire. Je suis prête à être toujours dans votre territoire. J'ai appris comment parler comme vous autres dans 2 langues. J'ai appris comment comporter comme vous autres. Je peux le faire autant que j'ai pas besoin de le faire tout le temps. Non, c'est que ça donne rien. Ça donne rien. Parce qu'on passe pas à la fin de la journée. On passe pas. Mais c'est aussi comment je pense, c'est que je veux pas être comme ça pour le reste de ma vie. Et je veux pas être comme ça pour le reste de la journée. Je veux être comme vous autres. Je changerai de place avec n'importe qui de normal. Est-ce que Georges pourrait être aussi en détresse qu'elle dans un autre milieu de travail? Absolument. Si Georges a déjà perdu des emplois à cause de ses problèmes sociaux, il était beaucoup moins heureux il y a 5-6 ans. Et ils sont toujours précaires parce que son emploi ici n'est pas permanent. C'est toujours précaire. Et lui, il a toujours la crainte de perdre de ce milieu ici où il y a beaucoup de plaisir. Donc, uniquement le cadre, le milieu de travail, l'environnement peut faire toute la différence dans un cas d'Asperger. C'est ce que vous me dites. Absolument. Ce sont des gens qui n'ont aucune raison d'être hospitalisés, qui doivent pouvoir travailler pour la plus grande partie d'entre eux, mais comme on l'a vu, qui, si on ne les aide pas, ne le feront jamais. Donc, on a besoin de gens qui, à un niveau à la fois psychosocial et réadaptatif, les aident, les décoincent quand ils sont coincés, et les aident à cheminer dans un champ social qui est juste un tout petit peu trop dur pour eux si on ne les aide pas. Je pense que ce ne serait pas si difficile. Le drame des autistes de haut niveau, c'est que leur cas est pris plus ou moins au sérieux à cause de leur intelligence. Notre système de santé se préoccupe davantage des cas d'autistes plus lourds, ceux qui souffrent de déficience intellectuelle. Pourtant, la vie des autistes de haut niveau n'en est pas moins misérable. Sans soutien, ils risquent de se retrouver tout simplement dans la rue. Michel Dawson nous a demandé de la filmer en train de danser sur de la musique contemporaine. C'est, nous a-t-elle dit, son moyen d'expression privilégié. Ça lui permet de communiquer autrement que par des mots le sentiment d'humiliation qu'elle éprouve quotidiennement dans sa condition d'autiste. Je veux savoir pourquoi on est si inacceptable. Pourquoi que les parents, là, des fois des enfants autistes, disent « Oh, c'est une tragédie. » Pourquoi on est si terrible que ça?
Pourquoi qu'on est une tragédie ou toutes les autres choses que le monde nous appelle un mystère, une énigme? Pourquoi que... qu'est-ce qu'on fait pour mériter tout ça? C'est ça que je veux savoir. Ça m'aiderait. Parce que je travaille sur les choses. Je suis toujours capable d'essayer plus fort. Mais là, je sais pas quoi. Je sais pas comment essayer. Ça, c'est une chose. L'autre chose, j'aimerais être... j'aimerais que ça serait correct d'être comme moi.